Salut à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer les potentiels de membrane, le cours des potentiels de membrane de Péréon. Alors au début je vais essayer de vous expliquer un peu le principe général, donc pourquoi il y a des potentiels de membrane, comment ça se fait un peu, et puis après on va voir les deux types de potentiels qui sont les potentiels locaux et les potentiels d'action. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler de potentiel de membrane pour toutes les cellules, parce que toutes les cellules vont avoir un potentiel de membrane, mais on parlera de potentiel de repos seulement pour les cellules excitables, ça veut dire qu'ils seront capables de changer leur potentiel de membrane. Ça déjà c'est une petite nuance à avoir qui peut être intéressante. Comment est-ce qu'on va faire un potentiel de membrane? Eh bien ça va être dû à une différence de charge entre le milieu extracellulaire et intracellulaire, qui sont principalement médiés par les ions chlore, sodique, calcique et potassique, et entre autres. Vous avez dû voir aussi qu'une modification de perméabilité de la membrane va entraîner des mouvements d'ions. Ces mouvements d'ions qui, en fonction de leur charge, vont créer des courants positifs ou négatifs, et aussi en fonction des sens d'entrée ou de sortie. Ça, vous avez des petits tableaux qui vous le résument assez bien. Ces mouvements d'ions vont être permis par des canaux. Ces canaux-là, on va les retrouver soit voltage dépendants, soit ligand dépendants, ou alors mécano-dépendants, comme les osmorécepteurs qui ont besoin de contraintes physiques pour s'ouvrir ou se fermer. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que la répartition des ions à travers cette membrane, elle n'est pas aléatoire, et qu'elle est surtout centrée par deux contraintes, qui sont d'un autre côté le gradient de concentration et le gradient électrique. Le gradient électrique, c'est le potentiel d'équilibre de chaque ion, vers lequel il va vouloir tendre quand ces canaux vont être ouverts. Et le deuxième, c'est l'électroneutralité des deux compartiments. Alors qu'est-ce que c'est ça? En gros, ça repose sur le fait que les milieux doivent être électriquement neutres. Mais ils ne le sont pas, ils ne le sont pas parfaitement, vu qu'on a une différence de charge à la fin. Mais à quelque chose près, ils le sont. Et faut savoir qu'en intracellulaire, les charges positives, elles sont compensées par des anions ou des grosses protéines. Et en extracellulaire, les charges positives, elles sont surtout compensées par les ions Cl-. Mais ce qui va nous faire une différence de potentiel au final, c'est qu'en extracellulaire, eh bien, on aura une petite différence en fait de compensation par les ions Cl-, ce qui va nous donner une charge positive en extracellulaire et une charge négative en intracellulaire. Après, pour bien comprendre ce principe, parce que je sais que ça peut être un peu flou au début, ce principe de potentiel d'équilibre de chaque ion, eh bien, y a un petit tableau qui existe, je vous l'afficherai, et ce petit tableau va vous aider à vous repérer en fonction du potentiel membranaire, ou peut-être que vous l'avez déjà, en fonction du potentiel membranaire et de si c'est un cation ou un anion, eh bien savoir dans quel sens ira le flux et dans quel sens sera le courant, et si le courant sera positif ou négatif. Maintenant, une fois qu'on a compris le rôle du potentiel local, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut voir le neurone comme un énorme centre d'intégration qui va intégrer tous les potentiels locaux, qui va en faire une espèce de synthèse. En fonction de tous les potentiels locaux qui seront excitateurs, inhibiteurs, il va faire du plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et à la fin, si y a une dépolarisation qui dépasse un certain seuil, on va avoir ouverture des canaux calciques au niveau du collet de l'axone et déclenchement du potentiel d'action. Et j'en viens maintenant au potentiel d'action, qui est le deuxième type de potentiel qu'on va voir dans ce cours. Les potentiels d'action, il faut savoir que ça va être une dépolarisation brutale de la membrane, parce qu'il y a une très très forte densité en canaux et navets au niveau du collet de l'axone. Ces potentiels d'action, ils sont générés surtout sur les axones, vraiment, quasi exclusivement. Il y en a un peu sur les dendrites, mais ça reste le domaine de l'exception. On va dire qu'ils ont un type de déplacement, eux ils vont se propager, ils se déplacent les potentiels d'action, contrairement aux potentiels locaux. Attention à bien faire la différence, potentiels locaux s'étendent, potentiels d'action se déplacent. Le potentiel d'action, du coup, comment le décrire? Je vous mettrai un petit schéma là, toujours. Il va y avoir une dépolarisation brutale de la membrane qui va entraîner un pic, puis une repolarisation qui est quasiment aussi brutale, avec même une hyperpolarisation, puis une reprise normale du potentiel de membrane. En gros, ce qu'il faut comprendre dans ce potentiel d'action, c'est qu'il va permettre la propagation d'un signal de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Ça va être super utile pour la cellule, puisqu'on va générer une immense dépolarisation à un endroit, on va perdre très très peu
d'énergie, ou non, on va perdre très peu d'ions vu que la cellule de Schwann va faire un peu membrane étanche autour du neurite, et donc il y aura très peu de pertes ioniques, et ça va pouvoir générer un deuxième potentiel au niveau du nœud ranvier suivant, puisqu'on va générer une dépolarisation au niveau des canaux voltage dépendants du nœud de ranvier suivant, au niveau de la zone nodale, et ainsi de suite, jusqu'à la jonction neuromusculaire par exemple.